Et si ASML avait perdu son avance technologique sans que personne ne s'en rende compte? Pas parce que des ingénieurs ont réussi à copier sa technologie EUV, mais plutôt parce qu'on aurait trouvé une méthode alternative permettant d'arriver au même résultat. Il y a 2 semaines, je suis tombé sur un thread vu plus de 2,7 millions de fois sur X qui raconte comment la Chine a réussi à produire des puces en technologie 5 nanomètres sans les systèmes EUV d'ASML et malgré les sanctions américaines. Donc dans cette vidéo, on va parcourir ce thread pour voir ce qu'on y apprend réellement. On essaiera de prendre du recul sur ce qui est raconté et ça nous permettra dans le même temps de venir challenger l'avantage compétitif d'ASML qui est principalement basé sur le fait qu'ils aient un monopole sur cette technologie. Et on verra si, in fine, on a de quoi garder des convictions solides sur cette société. Comme d'habitude, petit disclaimer, j'ai des actions ASML en portefeuille donc je ne suis pas objectif, gardez-le en tête. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis et à me le partager en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Avant de décortiquer le trade, il faut quand même préciser 2-3 choses. La première, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour se rendre compte que l'auteur du trade est clairement pro-chinois et on pourrait même dire anti-occident. Le temps employé il est tellement offensif, entre guillemets, que ça ne laisse pas trop de place au doute à ce niveau-là. Et donc déjà qu'il faut faire preuve de prudence vis-à-vis de ce qui est partagé sur les réseaux, là pour le coup, il en faut encore plus. Pour autant, ça ne va pas m'empêcher de commenter ce qui est dit parce que ça reste un événement intéressant à traiter. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte ce monsieur William Huo? Je l'ai dit en intro, apparemment la Chine aurait réussi à fabriquer des puces gravées en 5 nanomètres sans utiliser la lithographie EUV qui, on le rappelle, utilise une source de lumière extrêmement fine pour graver la galette de silicium. La techno 5 nanomètres, c'est pas la techno la plus avancée aujourd'hui. Chez TSMC par exemple, on produit en masse du 3 nanomètres et d'ici la fin de l'année, on sera sur du 2 nanomètres. Mais c'est une catégorie de puce qui est considérée comme avancée parce qu'elle peut servir pour des usages IA, 5G, smartphone, etc. Et dans le trade, l'auteur il présente ça comme un exploit parce que c'est la première fois qu'on arrive à produire une puce en 5 nanomètres en s'appuyant uniquement sur la lithographie d'EUV qui, contrairement à la techno EUV, utilise une source de lumière moins fine. La technologie d'EUV, c'est une technologie plus mature qui n'est pas destinée à la production des puces les plus avancées, on va dire. Et l'auteur nous dit qu'ils ont fait ça sans l'aide non plus des équipements d'Applied Materials, de Lam Research et de KLA, pourtant réputés essentiels dans chacune des étapes de production d'un semi-conducteur. Alors, je sais pas vous, mais comme ça, cet événement, il me fait un peu penser à un autre événement qui s'est produit en janvier 2025 et qui avait fait bien trembler les marchés. Ça me rappelle un peu la sortie du modèle R1 de DeepSeek qui est venu bousculer les croyances concernant l'entraînement des modèles IA et surtout qui est venu montrer à tout le monde que la Chine était toujours dans la partie et était capable d'innover rapidement avec des ressources relativement limitées. Alors pour voir si on est sur le même cas de figure en ce qui concerne la production de semi-conducteurs, il faut s'intéresser à comment est-ce qu'ils ont fait ça. Et la première étape, c'est déjà de savoir qui est ce il. Alors ce il, ce sont les ingénieurs de la société SMIC, la plus grande fonderie chinoise qui est basée à Shanghai. Et la technique qu'ils ont utilisée pour graver en 5 nanomètres, elle s'appelle le SAQP pour le Self-Aligned Quadruple Patterning. Pour faire des motifs plus fins sans EUV, il faut tricher. Et donc l'idée du SAQP, c'est de commencer avec un motif moins fin de base et de le recouvrir de couches successives, dont une couche intermédiaire dite sacrifiable et une couche dure appelée le hard mask, de graver autour dans le masque dur pour créer une sorte de peigne en relief. Et c'est ce fameux peigne qui va servir de masque précis pour la gravure finale du wafer. Et d'après les mots de William, cette technique, elle est sale, lente et coûteuse, mais elle fonctionne. Il dit que c'est la loi de Moore par la force, pas par la finesse. En gros, la Chine, ils y vont au bulldozer quand la techno EUV d'ASML le fait au scalpel. Ensuite, il rappelle à plusieurs reprises que la Chine a réalisé cet exploit toute seule. Les ingénieurs de SMIC se sont appuyés sur des équipements chinois pour les étapes de production, en particulier AMEC pour la partie gravure. Je suis allé voir, c'est une société qui a été fondée par le Dr Yin, qui est un ancien ingénieur de chez Applied Materials et Lam Research, donc ça fait sens, et Naora pour le nettoyage post-gravure. L'auteur il insiste bien sur le fait que ces équipements, ces machines, ce ne sont pas des imitations, mais bien des équipements de pointe qui sont utilisés dans les fabs de premier rang en Asie. Dans la suite du trade, William a quand même l'honnêteté d'admettre que les puces gravées en 5 nanomètres, ce ne sont pas les puces les plus avancées technologiquement, mais d'après lui, elles le sont suffisamment pour
90% des cas d'usage pour l'intelligence artificielle, la 5G et les smartphones par exemple. Ils rajoutent même que l'objectif, ce n'est pas d'être au niveau des puces Apple, mais de pouvoir remplacer celle de Qualcomm, qui est la boîte américaine qui fournissait en puces les fabricants de smartphones chinois. Et ça, c'est vrai que ça fait complètement sens, puisque l'objectif numéro 1 de la Chine, c'est de ne plus être à la merci des États-Unis en termes de technologie et de pouvoir répondre à ses propres besoins. Mais le fait qu'on puisse se réjouir de la sorte pour la production de la première puce en techno 5 nanomètres sur le sol chinois, c'est presque un aveu de faiblesse et ça symbolise le retard technologique assez colossal accumulé par la Chine ces dernières années. Pour illustrer ça, on peut reprendre la technologie chez TSMC des technos en termes de semi-conducteurs. Et donc avec les systèmes EUV d'ASML, TSMC était capable de produire en masse des puces gravées en 5 nanomètres en 2020. Donc il y a 5 ans. En 2022, ils sont passés à la production en techno 3 nanomètres. Ça correspond plus ou moins à la sortie des puces M3 d'Apple. Et on l'a dit, en 2025, cette année, TSMC a prévu de commencer à produire en masse les puces en 2 nanomètres. Donc si on parle juste de la techno, ça fait 5 ans et 2 générations de retard. Et dans le monde de la tech, 5 ans, c'est énorme. La fin du trade, je la trouve pas très intéressante dans le sens où il répète ce qu'il a déjà dit. Mais un des derniers trucs qu'il évoque, c'est une rumeur qui dit que des ingénieurs chinois seraient déjà en train de bosser sur la production d'une puce gravée en 3 nanomètres à l'aide de la même technique, sauf qu'ici, on serait plus sur du quadruple, mais du octuple patterning. Et c'est un peu ce qui me dérange le plus avec son trade. Il est vraiment là pour faire des clics et pas pour délivrer des détails factuels sur comment ils ont réussi à faire ça et ce que ça donne, parce qu'il y a des aspects essentiels dans la production de semi-conducteurs dont il oublie un peu de parler. Et ça me fait une transition parfaite pour la deuxième partie de cette vidéo où on va aborder les difficultés techniques et la question du rendement derrière cette technique de production, donc DUV plus multipatterning. Et justement, il y a quelques jours, il y a un article qui a été publié sur Tom's Hardware, qui est un site assez sérieux orienté hardware et technologie. Cet article il parle des difficultés techniques rencontrées par SMIC au premier trimestre 2025 dans sa production de semi-conducteurs, en particulier sur les puces les plus avancées, donc essentiellement 7 nanomètres, et les conséquences que ça a eu. Alors la première chose qu'on apprend, c'est que la fonderie a rencontré des problèmes techniques concernant l'installation et la maintenance des équipements. En temps normal, quand un équipementier, par exemple ASML, vend une machine à une fonderie, la machine est d'abord assemblée et minutieusement testée chez le fabricant, puis désinstallée, livrée et réinstallée chez le client avec les tests qui vont bien. Sauf qu'avec le contexte des restrictions sur les exportations vers la Chine, il y a eu une vague de livraison express d'équipements pour lesquels il n'y a pas eu ces étapes d'installation et de test chez le fabricant. Et donc il y a un certain nombre d'équipements, une fois livrés chez le fondeur, qui ont montré des défauts de performance dans la phase de validation, et ces défauts ils sont ensuite matérialisés par des problèmes techniques pendant la production. En plus de ça, l'article parle d'un incident assez important qui s'est produit pendant une maintenance annuelle au premier trimestre et qui a mis à l'arrêt plusieurs lignes de production simultanément pendant plusieurs jours au moins. Et il y a un vrai sujet autour de la maintenance justement, parce que ce que notre cher William a un peu oublié de nous rappeler dans son trade, c'est que toutes les fonderies, et les fonderies chinoises ne font pas exception, utilisent des machines, des équipements fabriqués par des sociétés américaines, les Applied Materials, les Lam Research, etc., qui ont des quasi-monopoles sur des équipements qui permettent d'effectuer certaines étapes de production. Et parmi les sanctions américaines, il y a notamment l'interdiction pour les équipementiers américains de faire de la prestation de services, notamment de maintenance, sur la base d'équipements installés en Chine. Et ça change beaucoup de choses parce que ça veut dire que ce sont les ingénieurs de chez SMIC qui ne sont pas spécifiquement qualifiés pour ça, qui réalisent les travaux de maintenance eux-mêmes. Et ça a pour effet de causer des problèmes de production plus fréquents et ils mettent plus de temps à être résolus. Alors vous pouvez imaginer que ces problèmes techniques, ils ont des conséquences. En l'occurrence, ils ont un impact direct sur le rendement de production. Le rendement de production, c'est le nombre d'unités fabriquées sans défaut sur le nombre total d'unités produites. Autrement dit, c'est ce que tu arrives à produire sans défaut à partir d'une certaine quantité de ressources. Et les ressources, ça correspond à combien ça te coûte pour produire tes unités. Et donc, quand on observe une baisse du rendement, la première conséquence, c'est souvent une dégradation de la marge brute. C'est ce qui s'est passé en début d'année chez TSMC quand ils ont dû jeter des wafers défectueux suite au tremblement de terre à Taïwan.
Mais pour SMIC, il a été question de plus que ça au premier trimestre. Non seulement leur rendement a souffert suite aux problèmes techniques sur les équipements, mais en plus, l'incident pendant la maintenance annuelle a mis à l'arrêt plusieurs lignes de production pendant au moins plusieurs jours, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce qui veut dire que moins de puces ont été produites au premier trimestre par rapport à ce qui était prévu, et donc qu'il y aura moins de livraisons, et donc moins de revenus, puisqu'il est reconnu à la livraison, au deuxième trimestre. Donc là, c'est encore plus grave, on est carrément sur de la perte de chiffre d'affaires. Et dans l'article, on apprend qu'ils ont carrément dû couper entre 30 et 75 millions de dollars dans leurs dépenses de R&D de Q1 pour débugger les nouveaux équipements qui présentaient des défauts de performance. C'est pour ça que j'ai parlé de réaction en cascade. Les problèmes techniques ont entraîné plus de coûts et moins de revenus, qui ont entraîné moins de budget R&D, donc moins de revenus futurs, on pourrait dire finalement. Vous voyez qu'on s'est déjà bien éloigné de la belle histoire racontée dans le trade de William Luo. Pour prendre encore un peu plus de recul sur les différences entre la technologie EUV et le DUV multi-patterning, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une comparaison selon une liste de critères. À noter que pour rester conservateur, j'ai choisi un système EUV Low NA, donc pas les systèmes de dernière génération High NA qui n'ont pas encore commencé la production de masse. Et vous voyez le tableau, les résultats sont assez nets à tous les niveaux. La machine EUV, elle est plus précise, elle comprend moins d'étapes et elle a un risque de défaut plus faible. Ce sont ces éléments qui font que cette technologie est capable de produire des puces les plus performantes avec un rendement aussi important. Donc là, c'est supérieur à 80%. C'est 2 fois supérieur au DUV multi-patterning actuellement, si tant est bien sûr que les chiffres qu'on trouve sur ces techniques soient corrects. Et il y a un autre chiffre sur lequel je suis tombé et qui est cohérent avec ça. Apparemment, le coût de production serait 50% plus élevé chez SMIC par rapport à TSMC sur un même nœud de 5 nanomètres. C'est un gros gap et ça montre que le retard technologique, il n'est pas seulement au niveau de la génération de puces, mais aussi dans la capacité à produire ces puces avec un rendement élevé et donc de minimiser les coûts de production. Le dernier critère intéressant à regarder, c'est le débit, qui est également un élément clé pour mesurer la rentabilité d'une machine. Et là encore, a priori, on a un nombre de wafers par heure bien plus important côté EUV, en partie grâce au nombre d'étapes nécessaires à la fabrication. Et j'imagine que c'est aussi fonction de la taille de la machine. Et ça, c'est un peu la secret sauce d'ASML. Quand ils sortent un nouveau modèle de machine, logiquement, ça va être un modèle qui permet de produire encore plus de semi-conducteurs sur une même durée et toujours avec un rendement très élevé. On va conclure cette vidéo en répondant à notre question de départ. Est-ce que ASML a perdu son avance technologique et est sur le point de se faire disrupter par la Chine? Sur la base des infos dont on dispose actuellement, la réponse, elle est évidente, c'est non. Ce qui devait être des mauvaises nouvelles annoncées dans le trade, en fait, je trouve que ce sont plutôt de bonnes nouvelles à la fois pour ASML et pour tous les acteurs clés de la production de semi-conducteurs. La plus grande fonderie chinoise a mis du temps pour produire sans EUV des puces en techno 5 nanomètres qui ne sont pas les puces les plus performantes et ils l'ont fait en ayant a priori des rendements 2 fois inférieurs aux fonderies de référence. Pour moi, ça confirme au moins 2 choses. La première, c'est que c'est extrêmement difficile de produire en masse des puces avancées et la deuxième, c'est que la technologie EUV a plus que jamais un réel intérêt puisque c'est la solution centrale au problème. Alors mon idée, c'est en aucun cas de sous-estimer la Chine puisqu'ils ont déjà prouvé qu'ils étaient capables eux aussi d'innover et de faire mieux qu'en Europe ou aux États-Unis dans certains domaines. Mais ce que je ne veux pas non plus, c'est surestimer leur capacité. Ok, c'est une top priorité pour le PCC que la Chine devienne indépendante technologiquement. Et pour ça, ils vont subventionner le secteur à coût de dizaines de milliards. Mais en face, c'est un écosystème très solide qui est en place depuis plusieurs décennies aux États-Unis, en Europe et qui est composé d'entreprises véritablement exceptionnelles, de grande taille et à la pointe de leur domaine. Et le fait que ce soit des acteurs de grande taille très profitables, ça a beaucoup d'importance parce que ça veut dire que ce sont des sociétés capables de réinvestir constamment des sommes importantes pour innover et continuer à se développer. Je me suis noté quelques chiffres comme ça. Si on compare fonderie vs fonderie, TSMC, c'est 40 milliards de dollars de CAPEX en 2025 contre 8 milliards de dollars pour SMIC, donc 5 fois plus. Et on a le même rapport 1 pour 5 pour les dépenses de R&D. Et si on fait le parallèle maintenant avec les équipementiers qui sont spécialisés chacun sur des étapes précises de la production, ils consacrent
tous environ 15% de leurs revenus chaque année à la R&D. C'est-à-dire que si on additionne les dépenses de R&D de ASML, Applied Materials, Lam, KLA, on obtient grosso modo 10 milliards de dollars de dépenses de R&D par an, contre au moins 5 fois moins du côté chinois. Je suis d'accord pour dire que la Chine va continuer d'avancer technologiquement malgré les sanctions, avant tout pour pouvoir répondre à ses propres besoins, mais j'ai vraiment le sentiment que le camp d'en face avance plus vite et va continuer à creuser le fossé technologique qu'il y a entre l'Occident et la Chine. Et au milieu de tout ça, ASML a un monopole sur une technologie qui reste le seul moyen de produire à grande échelle les puces les plus performantes avec de hauts rendements. Donc sur la base des infos dont on dispose actuellement, je ne vois pas de menace réelle pour l'entreprise. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais perso, je suis toujours aussi convaincu par ASML. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et bien sûr, si vous avez apprécié le contenu et que vous êtes intéressé par l'actualité d'ASML, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. On se voit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!